Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier des chamans et du chamanisme. Le chamanisme est aussi vieux que le monde. Le chaman a tenu et tient encore un rôle essentiel dans un groupe ou une tribu. Alors, quelles sont leurs capacités ? Ont-ils un savoir que nous ignorons? Autrement dit, possèdent-ils des secrets de plantes ou des capacités magiques? Avec moi pour ouvrir ce dossier, plusieurs intervenants, notre référent scientifique qui va nous accompagner tout au long de cette émission, qui nous servera de guide. Vous le connaissez, il a déjà été présent dans cette émission 2 fois. Philippe Vallon, bonsoir. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les phénomènes paranormaux, notamment aux presses universitaires de France. Un ouvrage qui s'appelle Le Paranormal. Vous avez publié également un livre chez Albin Michel, Expliquer le paranormal. Vous venez de publier, là cette fois-ci, c'est un roman qui s'appelle Le Dernier Sabbat, aux éditions du Rocher. Et vous êtes également conférencier, vous êtes docteur, vous êtes psychologue et... psychiatre, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Vous êtes psychiatre et vous avez une conférence concernant le chamanisme et les chamans. Donc vous serez notre référent scientifique tout au long de ces 2 heures. Vous nous expliquerez comment fonctionne ce monde tout à fait fascinant des chamans. Nous aurons également Pancho qui est propriétaire du Reptiland à Martel, qui est un spécialiste. Lui, son côté scientifique, c'est surtout sur les reptiles. Il est également chanteur mexicain au Mexique. Et à ce titre, il a fait plusieurs voyages chaque année. Il retourne au Mexique et il a côtoyé une tribu indienne qui s'appelle les Huichol à l'ouest du Mexique. Il a été initié par eux au chamanisme. Il nous expliquera comment ça s'est passé. Nous aurons également Jean-Patrick Costa, auteur notamment d'un livre intitulé Les chamans hier et aujourd'hui aux éditions Arutam. Il est le président de l'association Arutam qui s'occupe de défendre les intérêts de ces peuples qui ont beaucoup de mal à préserver ne serait-ce que leur territoire et leurs connaissances. Cette émission, vous le savez, est la vôtre. Je compte sur vous pour nous envoyer vos questions et vos remarques. Vous avez 2 possibilités pour le faire, par SMS pour commencer. Vous tapez Sud, ensuite vous laissez un espace et vous envoyez votre remarque ou votre question au 71 200. Je me ferai un plaisir de poser votre question ou d'expliquer votre remarque à nos invités. Ou vous pouvez également nous contacter par téléphone pour venir poser vous-même vos questions de vive voix au 0826 300 300. Notre standard est à votre disposition et Cyril vous attend pour relayer vos questions. Un petit coup d'œil sur demain, vous l'avez entendu, demain ce sera les Fakirs avec une émission écourtée pour cause de rugby. Sud Radio, c'est la radio du rugby. Donc nous suivrons le match jusqu'aux alentours de 22h50, 55. Et ensuite, j'aurai en invité le fils d'un des plus étonnants fakirs de ces dernières années. Il s'appelait Ben Goubé et il s'enfonçait des épées à travers le corps sans en souffrir le moindre du monde. Il était capable également d'arrêter son cœur pendant plusieurs minutes, jusqu'à 15 minutes. Alors comment réussissait-il ces prouesses qu'il a réalisées en laboratoire ? Eh bien écoutez, c'est un mystère, mais avec son fils, demain, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous aurons des réponses. En ce qui concerne ce soir, ouvrons le dossier des chamans et du chamanisme. Philippe Vallon, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez une conférence que vous allez donner d'ailleurs dans quelques temps sur les chamans et le chamanisme. Alors, commençons avec vous par définir ce qu'est un chaman. D'abord, c'est vraiment une personne essentielle au sein d'une tribu ou d'un groupe. Oui, absolument. C'est en fait un prêtre médecin, c'est donc quelqu'un qui a une fonction, on pourrait dire sacerdotale, si on peut dire, et qui a une fonction également de guérisseur. Mais donc c'est en fait ce qu'on appelle vulgairement le sorcier actuellement, mais je dirais que la fonction de chaman, qui est donc très ancienne, c'est pour ça qu'on écrit ça C-H-A-M-A-N, et quelquefois M-A-N pour ne pas dire chaman, la prononciation est donc d'origine sibérienne, et donc ça date en fait
d'il y a très très longtemps. Je dirais que les premières tribus humaines ont probablement eu ces prêtres sorciers, ces prêtres guérisseurs, et disons que c'était une personnalité centrale dans la tribu. Alors ce qui est très amusant, enfin très amusant ou intéressant, c'est qu'actuellement on considère que le chaman c'est un peu un doux rêveur, c'est quelqu'un qui va dans le rêve pour essayer d'y trouver la solution de problèmes. Bon. Mais à l'époque, quand un chaman n'était pas capable de faire tomber la pluie sur les tribus ennemies ou de guérir une maladie grave, il était passible de mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment la réalité des faits sur lesquels on jugeait le chaman. Oui, mais alors dites-moi, le chamanisme correspond-il à une région particulière de notre planète ou est-ce qu'on en trouve un petit peu partout dans le monde ? On en trouve encore, j'allais dire, dans certaines parties du monde, dans les parties, je dirais, qu'on peut appeler les moins civilisées. Mais dans les temps anciens, la notion même de chamanisme, même si ça ne s'appelait pas chaman partout, la notion de chamanisme est absolument générale. Bon. Mais actuellement, ce qui se passe, vous savez qu'entre le 14e et le 17e, on a brûlé un nombre assez considérable de sorcières et de sorciers en France. Et donc, les chamans, il n'y en a plus en France. Mais on peut penser que certaines personnalités, parfois un peu particulière de certains villages avait une fonction chamanique. Alors, comment est-ce qu'on devient chaman ? Est-ce que c'est une transmission de père en fils ? Est-ce qu'il faut une période d'initiation ? Ça se passe comment ? Alors, il y a un peu de tout à la fois. D'abord, n'importe qui ne peut pas devenir chaman et s'énoncer chaman. Il y a effectivement souvent, il doit y avoir la transmission d'un savoir ou même d'un pouvoir d'une génération à l'autre. C'est-à-dire quand un chaman se sent vieillissant, quand il a le sentiment qu'il ne peut plus assurer la réalité des faits qu'on lui demande, c'est-à-dire guérison et action sorcière, il cherche un successeur. Et souvent, d'ailleurs, dans le village, il a repéré qu'il y avait quelqu'un un jeune qui avait des facultés peut-être un petit peu plus spécifiques. Et donc, il y a, on peut dire, une reconnaissance. Il y a quelquefois également on va dire une hérédité, mais c'est rarement une hérédité directe. C'est souvent, ça saute une génération, c'est de grand-père à petit-fils ou d'oncle à neveu. Et donc, ce n'est pas forcément de père en fils. Il n'y a pas d'hérédité directe. Comme ça. Oui. Et ensuite, et là, c'est Mircea Eliade, le grand spécialiste du chamanisme, donc qui a écrit un gros ouvrage de référence dessus, qui le signale. À partir de ce moment-là, le chaman doit tout de même passer des épreuves. Et il dit, et ce qui est assez curieux, c'est qu'au départ, le chaman est quelqu'un, je dirais un être un peu humain banal, et quand il revient de ses épreuves, c'est un être transformé. Et très souvent, on a dit que le chaman était un malade. Alors on a dit c'est un épileptique, c'est un hystérique, c'est un schizophrène. Bon, et Mircea Eliade se met en faux contre ça. Il dit qu'il suffit de voir les chamans danser ou jouer du tambour pendant des heures pour se rendre compte que ce n'est pas possible que ce soit un être faible ni un malade. C'est quelqu'un qui, au contraire, on va dire, a des facultés de surhomme. Bon. Moi-même, j'en ai rencontré des chamans, enfin en l'occurrence un chaman mexicain, qui est quelqu'un qui manie le feu, pour ne rien vous dire, c'est tout de même, je dirais, une personnalité un peu particulière, réputée d'ailleurs, et donc il a été capable de danser devant nous pendant 1 heure sans discontinuer. Et c'était quelqu'un, même s'il avait une quarantaine d'années, ce qui est encore, on peut dire, jeune, c'est quelqu'un qui était doué tout de même d'une force peu commune. Est-ce qu'il existe plusieurs types de chamans ? Je dirais qu'on ne peut pas énoncer vraiment une typologie, comme on pourrait dire une dichotomie, c'est-à-dire il y en a un qui est chaman, et puis il y en a un autre qui ne l'est pas. On pourrait dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus chamans, d'autres qui le sont un petit peu moins. Alors, si vous voulez, très schématiquement, le chamanisme se définit par le dédoublement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va chercher dans le monde, l'outre-monde, je préfère dire l'outre-monde que l'au-delà, c'est-à-dire on peut dire une réalité autre, une réalité qui a très bien sûr au rêve, mais donc ce chaman va chercher dans cet outre-monde la signification des faits de notre monde à nous, du monde matériel. C'est-à-dire qu'il rentre en contact avec ce qu'ils appellent les esprits de la nature, les esprits des animaux, l'au-delà, des choses comme ça ? Oui, alors j'aime pas beaucoup le mot d'au-delà parce que ça laisse entendre qu'on peut aller au-delà de la mort, alors que le chaman ne le dit pas. C'est en fait une autre réalité. Et alors il y pénètre de diverses manières. Vous savez que quelquefois il danse jusqu'à entrer dans une transe et donc il a perdu complètement conscience. À d'autres moments c'est un jeu de tambour lancinant pendant des heures qui l'amène justement dans cette transe et qui le maintiennent. Ailleurs ce sont bien sûr des drogues dont on a gardé la trace pour certaines, donc la datura, des dérivés de la
psilocybine, la mescaline, etc. de ça, ou alors même des herbes dont on a perdu le souvenir, j'allais dire, sauf dans ces pays comme le Mexique où il y a encore une longue tradition chamanique, et donc qui amène le sujet d'abord dans un état hallucinatoire, donc quelque part où la rêverie est sollicitée, mais également, je dirais, proche de la mort. Et ça, ce qui est très important, c'est dire pour ça, vous avez parlé d'au-delà, et c'est assez vrai quelque part, c'est-à-dire qu'en fait, le chaman, quand il part dans son rêve, on peut dire, souvent, il est complètement immobile. Sa respiration est proche d'être arrêtée, son rythme cardiaque est imperceptible, il a l'apparence de la mort. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chamans qui disent, quand j'aurais pris donc mes herbes ou j'aurais fumé donc la substance qui me permet de quitter mon corps, comme il dit, ne touchez plus à mon corps, parce que je pourrais en mourir. On a le sentiment qu'il n'y a plus qu'un souffle de vie et qu'il suffit de très peu de choses pour que la vie s'arrête directement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'aussi on disait que quand quelqu'un était dans cet état de rêverie, il fallait surtout pas retourner son corps. Parce que si on le retournait, alors là, l'esprit qui avait une consistance presque matérielle pour les anciens ne pourrait pas rentrer à nouveau dans le corps et le revivifier. D'accord. Effectivement. Dites-moi, Philippe Vallon, l'instrument de musique, parce que là vous avez parlé de tambour par exemple, a-t-il une importance réelle dans le chamanisme ? Oui, une importance dans la mesure où vous savez très bien que le tambour, à part le rythme, provoque une espèce d'état, on va dire, léthargique, de transe. Mais je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas vraiment fait des études sur le tambour chamanique, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment, il y aurait probablement plusieurs types de tambours. Moi, ce que je vois dans le tambour des chamans, c'est tout de même pas un très très grand tambour. C'est pas la taille d'un gong, vous voyez, c'est plutôt un tambour d'une relativement petite taille. D'accord, très bien. Et le chaman que vous avez rencontré, qui était un chaman, qui est un chaman mexicain, hein ? Absolument. Oui. À quelle tribu appartenait-il ? Ça, je n'ai pas de détails là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, je crois, était d'origine espagnole et catholique, et son père était de pure tradition indienne. Il était indien. Donc on peut dire qu'il était déjà un petit peu à cheval sur de tradition, mais son histoire est tout de même tout à fait intéressante. C'était un homme d'affaires qui était, je dirais, parfaitement dans le monde, avait d'ailleurs très bien réussi, et un jour, alors qu'il était sur l'autoroute, dans une voiture découverte, un genre décapotable, on va dire, il a eu une espèce de vision, c'est-à-dire qu'il s'est senti complètement partir, et il a eu le sentiment de pénétrer dans une autre réalité. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement basculé. Il a été chercher des enseignements un petit peu à droite et à gauche, puisqu'il est allé jusqu'au Tibet. Et c'est à l'issue de cet enseignement qui a duré donc plusieurs années avec une espèce de recherche intérieure très puissante qu'il a pris cette fonction de chaman et maintenant qui parcourt le monde à ce sujet-là. Oui. Dernière question, avant de retrouver Pancho tout à l'heure, qui a vécu, lui, une initiation chamanique. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont chamanes ? Oui. D'ailleurs, certaines personnes, effectivement, continuent à écrire chaman avec un N pour présenter la chamane A-N-E comme étant une chamane féminin. Bon, ça existe, oui, dans certaines tribus, il n'y a aucun problème, oui. Oui. Philippe Vallon, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, Pancho, qui a vécu au Mexique au sein de la tribu des Huichol, une initiation chamanique, et va nous raconter de l'intérieur comment il l'a vécu, ce qu'il a ressenti et ce qui s'est passé, et si ça l'a réellement transformé. Restez avec nous, les aventuriers de l'étrange continuent, nous parlons des chamans ce soir sur Sud Radio jusqu'à minuit. Et toujours le temps qui court. Les enfoirés sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, le temps qui court. Nous parlons jusqu'à minuit avec vous du chamanisme et des chamans. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 s'il y a des questions qui vous arrivent à l'esprit. Et c'est vrai que ce dossier pose pas mal de questions. Vous nous appelez, donc Cyril vous attend au standard, ou également vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos questions par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 200, et je serai votre porte-parole pour poser cette question à nos invités. Nous allons découvrir maintenant l'initiation chamanique de l'intérieur.
Philippe Vallon, vous êtes notre référent scientifique pour ce dossier, les chamans et le chamanisme. Nous accueillons ensemble Pancho, qui nous appelle de Martel dans le Lot. Bonsoir Pancho. Bonsoir Louis, comment ça va? Très bien, et vous-même? Eh ben, ma foi, très très bien. Et puis très ému parce que je suis toujours, je suis très près maintenant de mes Indiens Huichol et je me sens avec eux par la pensée et j'espère qu'on aura 5 disques à passer, 5 couleurs à évoquer. 5 coups de téléphone peut-être des auditeurs de Sud Radio parce que tout va par 5 chez les Huichol. Très bien. Alors Pancho, rapidement, parce qu'on ne peut pas raconter votre vie tellement elle est riche et multiple. Vous dirigez le Reptiland à Martel dans le Lot, vous êtes un spécialiste de tout ce qui est reptiles et crocodiles. Vous êtes également un chanteur traditionnel mexicain, bien que français. Vous êtes reconnu là-bas au Mexique en tant que Charo Frances, c'est-à-dire le chanteur français. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré la tribu des Indiens Huichol. Alors présentez-les-nous, ils habitent à l'ouest du Mexique. Hein. Voilà, ils sont sur un territoire qui fait à peu près 9000 km², dans les États de Nayarit, Jalisco et Zacatecas. C'est dans la Sierra Madre, en plein centre de la Sierra Madre. C'est un endroit très montagneux, très abrupt, avec des conditions de vie très difficiles, avec parfois, ça dépend des années, mais de la neige. Par contre, si on descend, on essaye de faire simplement 100 mètres à vol d'oiseau et on se retrouve 1100 mètres plus bas, dans une chaleur tropicale pleine d'insectes et de bêtes un peu difficiles à supporter. Donc pour eux, le dilemme, c'est soit je choisis la chaleur et puis le bas et les insectes, soit je choisis l'air pur et pas trop de maladies, mais c'est le froid. Alors, de quelle manière est-ce que vous avez été, parce que vous avez été initié, hein? Voilà, moi j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Rosillo et qui est une femme qui s'est dédiée, qui est tombée amoureuse de cette civilisation Huichol et qui, en plein centre de Guadalajara, a fait un hôpital, une maison Huichol, parce qu'il faut dire que quand les Huichol sont malades, bien sûr c'est soit le chaman qu'on appelle le Maracahame qui les soigne pour, j'allais dire, les petites maladies ou les maladies de l'esprit qui sont très souvent présentes chez eux. Mais quand il y a des maladies graves, en particulier un accouchement qui se présente mal, ça c'est très souvent le cas, si vous voulez, parce que ces femmes, elles travaillent jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. À ce moment-là, il faut une urgence. Et étant donné que il n'y a pas d'hôpitaux dans le coin, et pour rejoindre, il faut prendre un petit avion qui vient se poser, parce qu'il y a des liaisons radio, un petit avion qui vient se poser entre les vaches et les chèvres, sur une piste qui n'en est pas une, ni en longueur d'ailleurs, parce que c'est assez impressionnant, il s'arrête juste avant de dégringoler dans le précipice où trop mettre les gaz, et puis on charge la patiente et on l'emmène jusqu'à Guadalajara. Alors comment vous, racontez-nous parce que vous avez été initié, racontez-nous votre initiation. Ça s'est passé comment? Moi je cherchais quand même à pouvoir les aider et comme en tant que chanteur je suis connu à Guadalajara parce que j'ai fait pas mal d'années là-bas, j'ai décidé de faire un concert au bénéfice de cet hôpital pour apporter un petit peu d'argent à cet hôpital. Et ça a bien marché et du coup j'avais choisi pour m'accompagner un mariachi traditionnel, c'est un orchestre traditionnel mexicain avec trompette, violon, etc. Et j'ai demandé aussi à ce que des Huichol, un mariachi Huichol vienne avec des Indiens plus traditionnels Huichol, c'est-à-dire une grande contrebasse qu'on appelle totoloche, et puis une petite viruela, une toute petite guitare sèche, une guitare, et puis c'est tout. Et un violon très important. Et ces 4 musiciens chantaient aussi bien le folklore mexicain traditionnel que des chansons Huichol. Ça a eu un tel succès. Et puis surtout, il faut voir une chose, c'est que je ne veux pas parler d'un racisme, mais c'est vrai que dans pas mal d'États au Mexique, les Indiens, s'ils désirent rester purs, et je crois que les Huichol sont parmi les Indiens les plus purs qu'il puisse y avoir, je crois même plus, à mon avis, plus purs que les Lacandons ou les Mayas, ou les Tzotzil que l'on peut voir, parce qu'il n'y a pas de tourisme chez eux. Alors, comme ils veulent rester purs aussi, ils viennent vendre un petit peu d'artisanat de temps en temps sur les trottoirs de Guadalajara, et c'est vrai que quand on commence à vendre sur les trottoirs, les gens considèrent que c'est pas très très noble, donc ils sont considérés parfois un peu comme les parias. Et le fait qu'un chanteur qui vienne d'Europe
disent moi je trouve qu'ils sont authentiques et c'est le Mexique que je retrouve en eux à travers des racines indiennes comme à travers des racines du Mexique actuel, puisqu'ils chantent aussi du folklore actuel, eh bien ça donnait un coup de pouce et je crois que j'ai fait un petit scandale en chantant dans un très grand concert accompagné par des Indiens Huichol. Ouais. Mais finalement c'est bien parce que on m'en a pas voulu du tout. Je crois que ça replaçait les choses à leur bonne place. Voilà. Et donc c'est grâce à cet événement. Alors oui. Là-dessus, j'ai dit, moi, je vais non seulement, je vous demande de les applaudir, mais même je vais les inviter en France. Et comme Martel est la première ville française qui était jumelée avec une ville, en l'occurrence Tequila, au Mexique, qui est aussi dans l'état de Jalisco, eh bien, pour commémorer l'anniversaire du jumelage, cette année-là, on a fait venir des Indiens Huichol. Ils sont venus avec les 4 instrumentistes, Rosillo qui venait ici, qui chante avec eux aussi en langue huichol, et le chaman, c'est-à-dire le maracame. Alors moi je me suis demandé qu'est-ce que viendrait faire le maracame en France. Est-ce que les Français vont comprendre ce qu'est et c'était très important parce qu'ils ne seraient pas venus les autres. Ouais. Il faut savoir que ce maracame a fait le pèlerinage de Viricota exprès, c'est-à-dire 600 km à pied, pour aller jusqu'à cet endroit fabuleux où tous les Indiens Huichol qui veulent un jour devenir des hommes, sont les peyoteros, vont, c'est-à-dire Virikuta. Et Virikuta se trouve par rapport à la Sierra Huichol à 600 km à plein ouest, dans un coin qui s'appelle Real de 14, dans l'état de San Luis Potosí. Et là pousse un peyote, c'est-à-dire un cactus hallucinogène. D'accord. Alors j'étais en plus très inquiet parce que cactus hallucinogène en France, si on a déjà assez de gens qui fument n'importe quoi et qui mangent n'importe quoi et qui boivent n'importe quoi, sans pour autant leur mettre quelque chose d'autre. Et là j'étais très très surpris parce que pour les Indiens Huichol, l'usage de drogue est absolument répréhensible. C'est nul. Le peyote est un dieu, c'est la chair d'un dieu. Et cette chair de ce dieu, il est triple. Il est à la fois chevreuil, un chevreuil qui pour eux est un chevreuil bleu. Ils le voient bleu. En fait, c'est un chevreuil comme ce qu'on connaît, nous. Mais ils disent que c'est un chevreuil bleu qui vit sur un nuage blanc et c'est lui qui commande la pluie. D'accord. Et ce chevreuil qui commande la pluie fait tomber la pluie pour faire germer le plus important de toute la nourriture huichol, c'est-à-dire le maïs. Oui. Alors, le dieu est triple. Il est chevreuil, il est maïs, et ensuite il est peyote, parce que le maïs va sortir de terre et nourrir la faim, le ventre du huichol, mais en même temps, le maïs reconnaît qu'il n'a pas la force pour lui donner son âme et expliquer tout ce que le huichol doit savoir. Et comme ce cactus est un cactus hallucinogène, eh bien, dans ce cactus, on va trouver cette force. Donc c'est une trinité dans un seul dieu représenté par 3 choses. Donc ils sont animistes en fait. Hein. Oui, tout à fait. Animistes ou végétistes, je ne sais pas comment on peut dire, puisqu'il y a un animal et 2 plantes. Mais ce qui devient absolument merveilleux, c'est que dans le chemin que font les Huichol sur le chemin de Viricota, eh bien ils vont emmener des jeunes qui vont être initiés. Et ces jeunes, on va leur bander les yeux pendant pratiquement 600 km. Ils vont marcher avec les yeux bandés, aidés par un chaman, un maracame, et pendant qu'on marche, le jeune a peur de tomber et on lui explique des choses. On lui explique tout ce qu'est la civilisation Huichol. On lui explique pourquoi il ne faut pas voler. On lui explique pourquoi quand on est absent de chez soi, on met simplement 2 branches en travers et que personne n'aurait l'idée de voler. On leur explique comment, quand on veut faire une maison pour un couple qui se marie, eh bien toute la communauté s'y met. Et en 2 jours, la maison est faite. Et c'est un code de vie extraordinaire. Je rêverais que nous puissions avoir une espèce de code civil ou de démarche civile des jeunes qui soient instruits par des anciens sur la façon de vivre en société, etc. Et je trouve que là-dessus, on est très en retard. Alors, ces 600 kilomètres, c'est véritablement un chemin initiatique, d'autant qu'ils ont les yeux bandés. Et alors, quand ils vont arriver dans la zone de Real de 14, le premier chevreuil qu'ils vont voir, ils vont le flécher, le tuer avec un petit arc avec des flèches longues. Ils l'ont pas à tous les coups. Mais je leur ai posé la question.
comment se fait-il que vous tuez un dieu? Ah oui, mais le chevreuil est volontaire pour mourir. Et pourquoi ça? Comme le Christ a été volontaire pour mourir, pour racheter vos péchés. Ah bon, d'accord. Et ensuite, ils vont rentrer dans le territoire où il y a ces cactus. Et le cactus, ils vont tuer le premier cactus en le fléchant aussi. Oui. Et ensuite, ils ramasseront ces cactus, ils les feront sécher, et ils les ramènent jusqu'à chez eux. Moi, j'ai vécu dans le centre le plus important qui s'appelle Tatei-Kei. Sur les cartes, vous ne le trouverez pas à ce nom-là. Il s'appelle San Andrés Coamiata. Et Tatei-Kei, c'est là où ont lieu les cérémonies les plus importantes, comme la cérémonie du taureau qu'on doit sacrifier, etc. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de symboles. Par exemple, le Maracame a en main toujours une flèche sacrée avec des plumes d'aigle qu'on appelle le Mevieri et qui lui permet de communiquer avec les dieux. Ouais. Alors, ce peyote, il sert pour des cérémonies très particulières, j'imagine. Ah, tout à fait. Et faut surtout, moi, ce que je voudrais bien qu'on comprenne au niveau des auditeurs, c'est il ne s'agit pas de se droguer, etc. J'ai trouvé par contre que c'est vrai que les jeunes ont tendance à boire de la bière pas mal, etc. Mais pour les adultes et même pour le Maracame, on peut pas leur en vouloir beaucoup. Par contre, il est hors de question quand on voit une drogue arriver. Ça, c'est. Oui, le peyote est quelque chose de religieux, évidemment. C'est religieux, c'est un dieu. Hein. Alors, comment l'utilisent-ils? Eh bien, ils le font, ils découpent des bandes qu'ils font sécher et ils le mâchent. D'accord. C'est un cactus qu'on trouve dans le commerce. Je vous dirai pas trop son nom. Mais enfin, oui. Est-ce que vous en avez mangé, vous, pour être initié? Ben moi, j'en ai que j'élève à Reptiland, non pas comme drogue, et je n'ai jamais goûté, parce que... Pourquoi j'en ai jamais goûté? Parce que pour en goûter, il faudrait que le Maracame fasse toute une cérémonie avec moi pour ça. Oui. Et je ne le veux pas pour le moment parce que j'estime que je ne suis pas encore assez pur dans ma démarche vis-à-vis d'eux. Alors par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'on m'a dit, bon, Pancho, t'as servi beaucoup pour les Huichols, t'as chanté pour les Huichols, on a des sous grâce à toi, etc. Mais, pour nous, tu t'appelles pas Pancho. Ah bon? J'ai dit, comment je m'appelle alors? Ah ben, on peut pas te le dire maintenant parce qu'il faut qu'on le rêve, d'abord. Il faut qu'on rêve ton nom. Qu'on rêve ton nom. Et alors, comme ils étaient en France, il se trouve que, par hasard, on avait trouvé un faon de chevreuil qui s'était pris dans un grillage et qui était en train de mourir. Oui. Et on avait récupéré ce faon de chevreuil, on l'a remis en forme, on l'a gardé 6 mois, ce qui n'est pas tout à fait recommandable, bien sûr. Et ensuite, comme on ne voulait pas non plus l'imprégner ni rien, il a été relâché dans une réserve où il ne risquait pas d'être tué, ni écrasé, ni rien. Oui. Mais quand ils sont venus, cet animal était là. Alors là, ça a été pour eux une révélation. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ah, mais si tu l'as trouvé, c'est pas par hasard. Il s'est jeté dans ce grillage parce qu'il fallait que tu passes là. Et alors, ils m'ont emmené, pour m'initier, dans un endroit qui s'appelle la Isla del Rey. Et cette Isla del Rey, c'est au large d'un port qui s'appelle San Blas, sur le Pacifique. C'est un port important qui permettait à l'Amérique de commercer avec le Japon en particulier dans le temps. Et San Blas est un port très, très, très important. Maintenant, c'est pas la chose. Et il y a une petite île qui s'appelle la Isla del Rey. Ce qui est très curieux, c'est que la faille de San Andreas, celle qui va donc jusqu'à San Francisco, eh bien cette faille de San Andreas passe à cet endroit-là, à San Blas, et elle se termine, du moins elle prend naissance à Guadalajara, dans ce qu'on appelle la Barranca. Et cette faille de San Andreas donc traverse la Sierra Madre, elle s'enfonce légèrement, elle s'enfonce dans la mer, elle ressort là où elle est au niveau de la Isla del Rey, et ensuite elle disparaît complètement dans le Pacifique pour aller jusqu'à San Francisco. Et les Huichols sont tous, le Maracame m'a expliqué, nous sommes tous sortis de la mer sur la Isla del Rey. Donc c'est là qu'ils vous ont emmené pour vous initier. Voilà. Alors là, on a cherché de quoi faire des sacrifices, et en particulier, ce qui est très curieux parce que ça montre bien à quel point ils ont un esprit ouvert, on a cherché des cierges chez des religieuses catholiques à San Blas. Ensuite, on a acheté des rubans verts, blancs et rouges, le
entre la France et le Mexique. Et puis, j'ai répété les mots en huichol qui demandaient à Virikuta de bien vouloir recevoir mon sacrifice. Puis on a été, quand on a fait cette chose-là, on a offert de l'alcool aux dieux, on n'a pas bu d'alcool. Et le Maracame, avec la Mouvieri, a dit maintenant, c'est maintenant. Et on est parti vers le bord de l'eau. Chose incroyable, la première chose sur laquelle on tombe, une trace toute fraîche de chevreuil dans la boue. C'est extraordinaire, ça. Et on fait une 50aine de pas et on entend un chevreuil. Alors là, le Maracame me dit, ça y est, tu es des nôtres, ils veulent te recevoir. Et tu vas voir. Et alors là, Louis, je vous jure qu'il s'agit de la réalité. Nous étions avec ma femme, Josiane, avec 2 amis français, et avec ce groupe de huichol qui nous amenait. Le sacrifice, je l'ai fait parce qu'on a été bouffé par des moustiques horribles, mais à un point où c'était insupportable. C'était à limite brûlure 2e degré, hein, à ce point-là. On arrive au bord de la plage, et là, on rentre dans l'eau du Pacifique, on fait ces choses-là, et ils me baptisent comme on ferait avec un baptême à l'eau normale pour les chrétiens, c'est-à-dire avec de l'eau de mer sur moi. On jette nos cierges. Je vois les cierges partir. La vague revient et je jure que c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. On l'a filmé, on l'a filmé après coup, quoi. Les 3 cierges, défaits complètement des rubans, reviennent et se mettent en triangle sur la plage. Alors là, on commence à se poser des questions et on se sent tout petit et pas très à l'aise. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, c'est l'explosion au niveau de José le Maracame de Tateikei, qui dit « Tu es des nôtres, demain je te dis comment tu t'appelles. » Et le lendemain, il m'a dit « Adieu Pancho. » J'ai dit « Pourquoi tu t'en vas ?»« Non, bonjour Mara Yeriatutu. » Je dis « Pardon ?»« Mara Yeriatutu. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire le cœur, la fleur du peyote est dans le cœur du chevreuil. Mara, c'est le chevreuil, et Tutu, c'est la fleur. Ah bon? Alors c'est quand même difficile à mettre sur ces cartes de visite, parce que Mara Yeriatutu, c'est quand même pas facile ni à écrire, ni à prononcer. C'est votre nom, huichol? C'est mon nom. Et j'ai droit à un bracelet en Shakira, c'est des petites perles très très fines, qu'ils préparent eux. Et ce bracelet, il y a le chevreuil, il y a un aigle qui est censé m'ouvrir l'esprit. C'est la raison pour laquelle, pour écouter l'aigle, j'écoute Sud Radio de temps à autre. Et puis, il y a sur un autre bracelet que je pourrais porter un peu plus tard, la fleur de peyote. Là. Voilà. C'est très joli. Donc, votre nom, vous pouvez nous le redire, c'est Mara, c'est le chevreuil. Mara Yeriaria Tutu. Yeriaria Tutu. D'accord. Bon, Tutu, je vous disais, ça faisait pas sérieux, mais c'est la fleur, c'est comme ça. Oui, non, mais c'est très joli en plus. Ce qui est assez marrant, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé en France. Parce que, voilà donc cet homme qui arrive. Il faut rappeler que Martel se trouve à côté de Rocamadour. Oui, dans le Lot, Bon, la Vierge Noire de Rocamadour. J'explique un petit peu la chose au recteur du pèlerinage, qui dit, moi, je les invite, et au château de Rocamadour, tout en haut de la basilique, au-dessus de la basilique, on a un repas avec les huichols et les responsables catholiques. Mm-hmm. Et on parle. Et ensuite, le plus beau, on descend dans la basilique, on va devant la Vierge Noire, et devant la Vierge Noire, et avec l'approbation du recteur, on a une cérémonie huichol, devant la Vierge Noire. C'est-à-dire 5 prières qui sont faites, 5 fois chacune, avec 5 chansons, avec les 5 couleurs qui sont représentées, et qui sont symbolisées par eux, puis ça se réunit soit dans le blanc, soit dans le noir. Et on fait ces prières avec le Maracame. On sort de là et le recteur me dit, je voudrais que 1/10 des gens qui viennent prier la Vierge Noire aient autant de foi dans les yeux.
Magique comme moment. Hein. Ah, magique comme moment. Ah, c'est pas tout. Là-dessus, on a plusieurs spectacles, et avant chaque spectacle, le Marakame me dit, il faut que tu leur expliques, ça on ne pourra ni chanter ni danser, qu'il faut que je fasse ma cérémonie et que je retire tous les esprits du mal qui peuvent être présents dans cette soirée. Il fait cette cérémonie avec le Mouvieri, avec les plumes d'aigle, etc. Et j'ai des gens qui, de temps en temps, s'impatientent, etc. Alors, cruel dilemme pour un animateur, d'essayer d'expliquer aux gens que ça a beau être en huichol, c'est une cérémonie nécessaire à un spectacle. Ouais. Et c'est vrai que cette cérémonie, si on ne comprend pas le fond, on décroche très vite. Donc, vous, mon cher Louis, qui est un homme de spectacle, vous savez à quel point c'est difficile de tenir un public en haleine. Eh ben, on le tient quand même. Et le plus beau, c'est que pendant tout le temps, il y avait ce cierge qui était moche comme tout, qu'il avait à la main et qui était plus important peut-être pour lui que le Mouvieri. Et ce cierge, je lui demande, et son frère me dit, il a été à Real de 14 chez Viricuta, il a ramené sur 600 km le cierge pour pouvoir donner que du bon à tous les hommes et femmes de France qu'il rencontrerait. Leur voyage se termine et le Marakame me dit, Marayere Atotu, maintenant il faut que ce cierge reste ici. Où allons-nous le mettre ? Dans une église, n'importe qui va venir allumer le cierge, etc. Dur. Et puis je me souviens qu'il y a un rocher qui s'appelle le rocher Sainte-Marie, avec une vierge dans une grotte, à flanc de rocher, dans une grande cassure. Et que de temps en temps, le 15 août, il y a un pèlerinage qui monte le chemin pour aller là-bas. Alors, je dis, je crois que le mieux à faire, c'est l'offrir à notre Vierge Marie à nous, peut-être, et on va faire ce pèlerinage. Alors là, déjà, il faut voir une chose. J'ai des gens qui sont tout à fait ouverts, qui sont capables, ils ont tous des portables, des téléphones, ils sont capables de voir la télévision, de voir ce qu'est le monde moderne. Ouais. Et pendant qu'on est au pied du rocher, le temps que ma femme avec la voiture aille rechercher les autres personnages, il y en a un qui me dit, Pancho, j'ai un problème. J'ai dit, quoi est ton problème? J'ai très envie de faire pipi. On est en pleine cambrousse, en pleine... bon. Et j'ai dit, et c'est un huichol qui vous parle. C'est un huichol. Oui. Et je lui dis, et quel est le problème? Il faut que tu me dises où je peux le faire. Et je sais pas si vous vous rendez compte, Louis, que moi j'ai des gens qui descendent des autocars à Reptiland, qui déboutonnent la braguette et qui pissent carrément sur les endroits où vont jouer les gosses, etc. Et là j'ai un Indien qui me dit non, parce que je ne suis pas dans ma nature, je suis dans ton pays, dans ta nature. Quel est l'endroit où tu me permets, sans pouvoir salir ni rien, ta nature? C'est merveilleux. Ah, c'est extraordinaire. Ensuite, le Marakame arrive, on l'attend, et le Marakame fait une petite cérémonie et donne l'ordre de marche, comme si nous étions pour partir à Viricuta. Et, étant donné que moi je connais le chemin, j'ai le très grand privilège d'ouvrir la marche. C'est-à-dire que j'ai le privilège d'avoir la puissance d'un Marakame pendant 20 minutes. Vous êtes le guide. Voilà. Et je monte, et chacun est derrière, il me demande quelle est la durée, etc., de façon à ce qu'on puisse prier. On arrive dans la grotte, et on s'aperçoit qu'on n'avait pas pris de lampe de poche, ni rien du tout. Bon. On chemine, on allume la bougie qu'il avait amenée lui, et on commence à chanter. Et au bout d'un bon moment, dans le fond de la grotte, parce que nos yeux s'habituent bien sûr à l'obscurité, on aperçoit la Vierge qui est là, la Vierge du Rocher. Et le Marakame la regarde bien, et puis sourit, et se tourne vers moi et me dit, tu sais ce qu'elle a dit? Je dis quoi? J'ai rien entendu. Elle a dit, enfin vous voilà. C'est pas beau ça? C'est joli. Alors, on fait toutes nos cérémonies, et ensuite, je ne dirai pas où nous avons caché le cierge. Je sais qu'il y est toujours parce que je suis monté, j'ai vérifié, mais on l'a caché et je tiens à ce que personne ne trouve ce cierge parce qu'il est là avec toute la force spirituelle du Marakame de Tateikei. Merci beaucoup Pancho pour ce très joli témoignage, vraiment très très beau témoignage. Et quelle leçon nous donnent ces Indiens huichol? Je voudrais dire une chose, c'est que moi j'ai vécu quelques jours chez eux. J'ai appris par exemple, il y a
je suis désolé du détail, mais il n'y a pas de toilette chez eux. On va dans la nature, dans les maïs. Et peut-être quand on est un Européen, on a un petit peu de pudeur parce que il y a des femmes, des enfants, etc. et tout. Donc on n'est pas aussi naturel que des Huichols qui cherchent simplement de pas se mettre au milieu des autres et puis qui vont vaquer à leurs besoins. Alors moi, en bon Européen, je dis j'attendrai ce soir. Il faut jamais attendre le soir parce qu'on se fait dévorer par les chiens. Mais dévorer, c'est grave, c'est dangereux. Donc on attend le lendemain. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un tel respect de la vie que je ne pense pas qu'il y ait un Huichol qui pourrait au monde mettre du verre cassé dans un pot de miel ou qui pourrait éventrer un chien pour lui faire transporter de la drogue auparavant, ni rien. Et je trouve que moi, je suis fier d'être français, mais par moments, je suis peut-être encore un peu plus fier d'être Marayeria Tutu. Voilà. Merci beaucoup, cher Indien Huichol, donc. À bientôt, Pancho. À bientôt, Louis. Et on vous retrouvera, puisque vous connaissez très bien le Mexique, dans un autre dossier des Aventuriers de l'étrange pour parler de la Vierge de Guadalupe, qui est une histoire absolument magnifique et très très belle, et ça se déroule à Mexico, au Mexique. Bonne soirée, Pancho. Je signale, Louis, qu'il y aura jeudi prochain. Ah oui. Oui, il y aura jeudi prochain au consulat du Mexique qui se trouve à Toulouse, rue... On regarde à côté de Saint-Aubin. À côté de Saint-Aubin. Il y aura une cérémonie avec d'ailleurs l'archevêque de Toulouse qui sera présent et je ferai une causerie sur la Vierge de Guadeloupe et je chanterai des chansons de la Vierge de Guadeloupe. Jeudi 11, à Toulouse. Jeudi 11. Et il y a une exposition de photos sur la Vierge de Guadeloupe au consulat de la photographe internationale qui fait toutes les photos de l'UNESCO, Olivia Campos de Gallo. Rendez-vous est pris, merci Pancho. Merci Louis. Et à bientôt pour parler de la Vierge de Guadalupe sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Que pensez-vous de ce témoignage tout à fait poétique, de très très beau, de comment vivent ces Indiens Huichol? Appelez-nous 0826 300 300, le standard est à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer les SMS, vous le savez. Sud, un espace, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Philippe Vallon est en notre compagnie. Je suppose que comme moi, vous avez été sous le charme de cette histoire très poétique et très belle. Oui, et en plus parfaitement typique. Oui. Et que pensez-vous de cette plante? Parce qu'il faudra en parler. On en parlera d'ailleurs avec Jean-Patrick Costa qui viendra nous rejoindre, qui est pharmacien lui, donc il connaît ces produits. Que pensez-vous de l'utilisation de ce cactus, donc le peyote là? Oui, je voudrais d'abord vous faire une remarque sur les signes dont il nous a parlé, parce que, si vous voulez, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs ce qui a permis pour lui cette initiation, c'est le fait qu'il y ait toute une série de signes. Vous avez vu cette trace de chevreuil, la présence de ce chevreuil. Les cierges qui se mettent en triangle comme ça sur la plage. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a une relation, et d'ailleurs c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chaman est en relation avec la réalité, et c'est une réalité qui est perceptible pour tout le monde. C'est pour ça que quand on dit que le chaman est un doux rêveur, c'est pas ça. La nature lui répond. Et c'est une notion qu'on a complètement perdue, nous, parce qu'on prie Dieu ou Yahvé ou Allah, etc. de ça, mais on n'attend pas de réponse, patente. On n'attend pas que Dieu nous tende le doigt et que ça soit un doigt réel, j'allais dire, vous voyez, très schématiquement. Alors que les Indiens attendent ça, ils attendent une preuve. Ils attendent un fait patent que tout le monde puisse constater. Et je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête que le chamanisme n'est pas simplement un rêve, puisqu'ils vont dans un autre monde, mais est également une relation intime avec la réalité matérielle. C'est une forme de matérialisme, mais matérialisme spirituel. Il y a un tronc commun, je suppose, entre tous les chamans, c'est ce respect profond de la vie et de la nature. Oui, mais il y a en plus un trait commun encore plus puissant, j'allais dire, c'est qu'il s'agit d'une expérience spirituelle. On a trop, avec les religions, on a trop tendance à penser que la religion c'est une croyance. C'est-à-dire, tout à l'heure vous avez employé le mot de croyance. Le chamanisme n'est pas une croyance, c'est une constatation. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il constate des faits.
Ils constatent des guérisons, ils constatent, vous voyez, des choses extraordinaires comme ces cierges en triangle, ils constatent la présence du chevreuil, ce chevreuil qui est allé se perdre dans des grillages, etc. Ce sont des constatations, ce sont des signes. Nous, actuellement, les signes, ça évoque tout de suite la superstition. Mais là-bas, le signe est une nécessité. Vous avez compris? Oui. On ne sait qu'on est dans le droit chemin que si on a des signes, et des signes qui viennent confirmer que nous sommes dans le vrai chemin, dans le juste. Et c'est pour ça que je pense que cet Indien n'était pas trop sûr qu'il fallait initier cet occidental, mais l'un après l'autre, ces signes sont venus lui dire si, tu es dans le bon chemin, tu peux l'initier. Et donc, vous voulez dire par là que nous, ici, dans le monde occidental, dit civilisé entre guillemets, nous ne sommes plus capables de lire, d'écouter, de voir, de découvrir ces signes. C'est plus encore. C'est que, en fait, les gens qui s'appuient sur ce type de signes sont considérés comme des fous, des schizophrènes. Et parce que en consultation de psychiatrie, je vois assez régulièrement des gens qui, un petit peu, je dirais, dans l'intimité, arrivent à me dire ce genre de choses, mais c'est au 4e, 5e entretien, ne me dis pas ça d'emblée, vous voyez. C'est-à-dire que des signes, ça évoque la superstition. Quand on dit oui, j'ai pensé ceci et c'est arrivé, tout de suite on vous dit non, c'est une illusion, c'est un délire, c'est une hallucination. Alors que pour l'Indien Huichol, c'est une nécessité. Oui. D'ailleurs, tiens, on a un SMS, puisque vous avez employé le terme de psychiatre. L'auditeur nous demande quelle est la différence entre psychologue et psychiatre. Psychiatre, vous êtes docteur en médecine et ensuite spécialisé en psychiatrie. Hein, absolument. Alors que psychologue, il faut avoir fait 5 années d'études en psychologie qui se font en faculté de lettres. Donc, oui, psychiatre, c'est faculté de médecine, psychologue, faculté de lettres. Voilà, c'est complètement différent. Oui. Alors, Philippe Vallon, revenons au peyote, qui est une drogue hallucinogène, quoi. Absolument, mais comme l'a souligné Van Chaux, donc c'est une drogue, on va dire, et d'ailleurs Castaneda le disait bien en son temps, qui ne doit être pris que dans certaines conditions, parce que je pense que, tous les gens qui prennent du hashish le savent bien d'ailleurs, quand on prend du hash dans de bonnes conditions, entre copains, etc., ça se passe bien, on fait ce qu'on appelle un bon trip. Quand on le fait dans un groupe où il y a quelqu'un de déprimé, où il y a eu des conflits, à ce moment-là, on fait vraiment des bad trips. Et les Indiens l'ont bien constaté, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être dans des conditions psychologiques très appropriées, avec en fait tout un rituel, toute une suite d'événements psychologiques, d'une mise en condition pour que le peyote ait son action. Autrement, on risque vraiment des choses très lourdes et même des problèmes physiques graves. Donc il a tout à fait raison de dire que non seulement, et même s'il en cultive, ça c'est son problème, mais qu'il n'en consomme pas parce qu'il sait très bien que ça ne serait pas adéquat et que ça pourrait lui faire le plus grand mal. Oui, tout à fait. Il y a d'autres produits qui sont utilisés par les chamans. Absolument, et nombreux. Mais je pense que ce n'est pas le lieu de les indiquer parce que certains se trouvent, comme le disait notre collègue, dans le commerce. Oui, donc il faut être très très prudent avec ce genre de produits. Philippe Vallon, vous restez avec nous dans quelques minutes. On va aller sur une autre piste concernant les chamans. Jean-Patrick Costa va venir nous rejoindre car il est auteur d'un livre sur le chamanisme. Il est également président d'une association qui s'occupe de défendre ces peuples, ces connaissances, parce qu'ils sont floués les 3/4 du temps par la société occidentale qui prend de plus en plus d'importance, et il va nous raconter ses actions et puis surtout ses expériences, lui, au contact des chamans et du chamanisme. Tunstall sur Sud Radio, Suddenly I See dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Nous sommes sur les chemins, les sentiers qui mènent au chamanisme et aux chamans avec notre invité Philippe Vallon qui va nous accompagner tout au long de l'heure qui nous reste à passer ensemble, et Jean-Patrick Costa qui vient de nous rejoindre. Jean-Patrick Costa, bonsoir. Vous appartenez à l'association Arutam, une association de soutien au peuple premier. Je trouve ça très joli comme terme d'ailleurs. Les peuples premiers, c'est les peuples qui ont gardé leur tradition depuis la nuit des temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Les peuples autochtones, c'est le terme le plus connu. On utilise les peuples premiers aussi en référence à First Nation,
c'est-à-dire les habitants du continent avant que les Blancs arrivent sur le Nouveau Monde. Oui. Alors vous êtes l'auteur de nombreux livres aux éditions du Rocher, par exemple, avec Indien Givaros, ou encore aux éditions Sang de la Terre, L'Homme Nature ou l'Alliance avec l'Univers. Et puis le livre qui nous intéresse ce soir, Les chamans, hier et aujourd'hui, aux éditions Arutam, en partenariat avec les éditions Sang de la Terre, qui est sorti en 2005. Jean-Patrick Costa, qu'est-ce qui a fait, parce que vous êtes pharmacien de formation scientifique, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ces peuples-là? Il faut dire que je suis parti pour Pharmaciens sans frontières sur une mission humanitaire il y a de cela une quinzaine d'années. Oui. L'objectif était de monter les pharmacies villageoises en Haute-Amazonie, chez les Indiens Shuar et Achuar, plus connus en France sous le nom de Jivaro. Et puis très vite, les Indiens nous ont fait savoir qu'ils avaient une médecine traditionnelle, qu'ils souhaitaient la conserver et qu'elle était en perte de vitesse face à l'entrée du médicament. Et nous sommes mis à recenser d'abord les plantes médicinales, à stimuler les jardins botaniques dans les villages, les jardins médicinaux auprès des femmes qui sont traditionnellement les guérisseuses dans cette zone-là. Oui. Et puis nous avons souhaité aussi intégrer les guérisseurs traditionnels, c'est-à-dire magico-religieux, les chamans en l'occurrence. Et dans cette partie de l'Amazonie, ils ont recours à des plantes hallucinogènes, que l'on dit hallucinogènes, mais que on appelle volontiers psychoactives ou psychotropes, pour ne pas justement avoir un problème quant à la vision de la réalité ou l'appréhension de la réalité qui est différente chez ces peuples, puisque pour eux ce sont des médecines sacrées qui leur permettent de voir l'envers du monde et la partie la plus réelle que nos yeux ne peuvent voir. Oui. Dites-moi, comment un scientifique tel que vous, qui êtes arrivé là-bas sur place, quel était votre sentiment lorsque vous avez été confronté à leur savoir au départ? Eh bien, dans un premier temps, je tiens à dire que quand on y va en tant qu'aide humanitaire, on cherche surtout à être proche des Indiens, proche de leur cosmovision, de leur mode de vie, oui. Et que à partir de là, on essaye d'agir avec ce qu'ils ont comme ressources locales, et c'est cela qu'il faudrait faire le plus souvent possible en matière d'action humanitaire. Après, sur un autre point de vue, sur le point de vue scientifique, en tant que pharmacien, j'ai été confronté bien sûr à de nombreux soins chamaniques et nous avons fait des études montrant qu'ils avaient une réelle efficacité et que surtout les Indiens croyaient en leurs chamans et que c'était une façon importante de maintenir la tradition, car finalement les chamans avant tout ce sont la mémoire du peuple. Ils ont les mythes, les légendes, ils agissent en plein cœur de la cosmovision et par ailleurs, ce sont des hommes de pouvoir, des hommes qui mobilisent la jeunesse, par exemple, ou les familles autour d'un territoire, en accord avec cette forêt. Et si on souhaite maintenir des cultures, le chaman est une figure importante dans cette culture-là. Oui, que ceux et celles qui nous écoutent profitent de l'occasion, du plaisir que nous avons de vous avoir à l'antenne pour soit nous envoyer par SMS leurs questions, que je vous poserai évidemment, soit nous appeler au 0826 300 300. Vous avez rencontré, Jean-Patrick Costa, beaucoup de chamans? Plus d'une cinquantaine. Oui. En exercice courant, je tiens à préciser, c'est-à-dire pas en interview ou en rencontre de colloque. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des hommes, des femmes chamans? Racontez-nous un peu comment fonctionnent ces tribus. Alors, en Amazonie, la plupart des chamans sont des hommes. Oui. On trouve des femmes dans les sociétés plutôt agricoles et sédentaires. Moi, j'ai travaillé avec des tribus ou des ethnies qui sont semi-nomades et plutôt chasseurs, cueilleurs. Et donc, c'est l'homme qui s'affronte à la forêt, c'est l'homme qui se lie aux esprits de la forêt. Et donc, c'est lui le guérisseur magico-religieux. Les femmes sont très présentes dans les soins à base de plantes. Ouais. Il faut voir que dans l'utilisation de plantes médicinales, il y a une partie chamanique quand même, c'est-à-dire que c'est l'esprit de la plante qui soigne plus que des principes actifs.
Et donc il s'agit de cueillir la plante au bon moment, il s'agit, si on la cultive, de lui chanter des anantes par exemple. Les chouars sont des spécialistes des chants pour que les plantes poussent et qu'elles développent une personnalité et une énergie telle qu'elle servira aux soins. Ah bon? Et puis bien sûr, ce sont des chants secrets, difficiles à obtenir, mais qui ont été répertoriés avec le temps. Et puis de la même manière, il faut savoir préparer ces plantes et les administrer en plantes fraîches le plus souvent. Donc c'est quand même l'énergie de la plante. Chez les Indiens chouars, on fait souvent référence à Arutam. Arutam, c'est le nom de notre association. C'est l'esprit qui meut l'univers. Sans lui, l'univers ne serait pas en marche. Et donc cet esprit, il est dans les forêts, dans les lacs, dans les rivières, qui d'ailleurs changent de lit au fil des années, là, en Haute-Amazonie. Et puis il est bien sûr dans les plantes, les animaux et les hommes. Et les hommes se doivent de cultiver cette énergie pour rester le plus longtemps en vie. D'ailleurs, chez les chouars, on meurt jamais de vieillesse, on meurt toujours à cause de quelque chose. Souvent, ça peut être un ensorcellement lancé par un chaman, mais aussi parce qu'on a fait une faute, on a manqué d'harmonie avec l'environnement, c'est-à-dire pour eux la forêt qui est entièrement vivante à leur côté. Oui, comme disait Pancho avec son expérience en compagnie des Indiens Huichol, comme il nous le disait tout à l'heure, il y a aussi chez eux donc un profond respect de leur environnement. Oui, c'est déjà, par exemple, le terme Pachamam utilisé par les Andins, qui veut dire la terre-mère, c'est déjà avoir la notion que nous sommes les enfants de la terre et que nous avons en nous exactement la même histoire et la même longévité, si je puis dire. Et notamment, toutes ces ethnies chamaniques font toujours référence à un temps où on parlait avec les animaux, où il n'y avait pas de barrière de langue avec les plantes, avec les lacs, parce que souvent en Occident, on pense aux vivants ADN, c'est-à-dire plantes, animaux, et les hommes, mais chez les peuples chamaniques, une étoile a une filiation d'énergie de vie et de mouvement qui est équivalente à celle des êtres humains ou des êtres vivants portés par ADN. Et donc, de la même manière, on va vénérer un lac, on va vénérer un sommet, en pensant qu'il a une partie de nos ancêtres et qu'on sera lié pour toute la vie et au-delà de la vie à ces êtres-là. Donc le respect, c'est plus que ça. Moi, je dirais, c'est une connivence, une sorte d'amour profond, une sorte d'amitié totale qui se traduit, par exemple, par le fait que au lever du jour, lorsque les Indiens se réveillent, ils s'échangent leurs rêves. Et à travers les commentaires des rêves, ils y recherchent les messages de leurs cousins vivants sur cet univers. Oui, comme disait Philippe Vallon il y a quelques minutes, ils sont à l'écoute des signes que l'univers qui les entoure leur donne. Tout à fait, c'est la meilleure façon de vivre, celle d'être ensemble dans un espace indissociable. Et à ce moment-là, les signes parlent, les signes ont un sens et nous guident pour marcher sur une voie, comme les Indiens d'Amérique du Nord, les Navajos par exemple disent, sur la voie de la beauté, la voie de l'harmonie. Dites-moi, racontez-nous une rencontre avec un chaman et une anecdote de quelque chose qui vous a étonné dans sa capacité soit à guérir, soit à résoudre une équation, un problème. Je pourrais citer par exemple donc les chamans chouars et un chaman en particulier qui soignait donc avec l'ayahuasca, cette fameuse liane hallucinogène. Et donc après avoir pris la plante, il va rentrer comme avec son troisième œil en résonance avec le patient qu'il a en face de lui. En communion, quoi. Oui, en fait, il fait une sorte de radiographie, c'est-à-dire qu'en fermant les yeux, sous l'effet de la plante, il essaye de détecter s'il y a un nœud ou un corpuscule ancré dans le patient. Et traditionnellement, en fait, il y a une succion de ce point douloureux ou de ce point nodal et une neutralisation dans la gorge grâce à ces tsensak, c'est-à-dire ces flèches lui permettant de soigner, et ensuite un rejet du mal dans la forêt
et qui ne peut plus donc s'attaquer à un autre être humain. Ouais. Et comme il y officiait cette fois-ci à la ville, il a une autre vision. Il voit une sorte de docteur en blouse blanche qui arrive et qui ausculte le patient et qui lui donne certains renseignements à la fois de comportement que devrait avoir cette personne, mais à la fois une sorte de recette, je dirais, une sorte d'ordonnance. Et donc le chaman, à la fin, à ma grande surprise, à la fin de sa consultation, toujours en état modifié de conscience, indique à son patient la pharmacie la plus proche pour aller chercher un médicament qui va le soigner. Alors je trouve ça une belle anecdote parce que ça montre les ponts qu'aujourd'hui les chamans confrontés à la modernité. Il faut savoir que aujourd'hui il n'y a aucune ethnie, même en Amazonie, qui ne soit pas détachée du monde moderne, confrontée quotidiennement à l'invasion de son territoire et de ses modes de pensée, parce que l'Occident a un mode de pensée différent, plus cartésien, plus déterministe dans toutes ses actions. Et on voit que les chamans incluent aujourd'hui dans leur rituel une partie des préceptes occidentaux. Mais quels sont moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre à quel point les chamans aujourd'hui peuvent s'adapter, comment ils peuvent voyager aujourd'hui partout dans le monde. On en voit dans les grandes villes, on en voit travailler maintenant dans les cliniques privées en Amérique du Sud, mais en Amérique du Nord aussi. Et ça montre qu'ils peuvent survivre à la vague définitivement rationaliste de notre monde. Mais dites-moi, est-ce que quels sont, enfin, je vais pas employer le terme de croyance, mais ils pensent, est-ce qu'ils ont un animal totem, par exemple, employant le terme croyance, vous allez me dire si c'est le bon ou le mauvais finalement. Quelles sont leurs croyances? Bien, c'est très différent d'une ethnie à l'autre, donc on peut pas faire de généralité. On peut pas dire que chaque ethnie se définit par rapport à un animal de pouvoir. Chaque chaman est très différent. Ce qu'il faut voir, c'est que le chamanisme, il n'y a rien d'écrit. Donc en fait, tout est en transmission orale. C'est une tradition orale, mais au-delà de ça, un chaman ne peut pas transmettre ses pouvoirs autrement que dans l'autre monde, si je puis dire, dans le monde qui n'est pas appréhendé par nos cinq sens. Donc en fait, l'apprenti va être préparé comme s'il est mis dans une situation de contact avec le monde des esprits, et c'est le monde des esprits qui va essentiellement enseigner à ce chaman. Donc chaque chaman a ses propres relations avec le monde autre et développe des liens tout à fait particuliers à chacun. Donc en fait, ce qui par contre est un point commun chez tous les chamans, c'est qu'ils ont notion et utilisent principalement cette définition-là, qui est que au-delà de ce que nous pouvons voir, sentir et toucher, il y a des énergies avec lesquelles on peut se mettre en contact sous certaines conditions, ou jeûne, ou plantes hallucinogènes, ou efforts particuliers de méditation, avec le tambour, je vois qu'on en parlait. Et donc, dans cet état modifié de conscience, on va pouvoir se connecter à des énergies et les ramener dans le monde cartésien que l'on connaît, ou concret que l'on connaît, et pouvoir transformer la maladie ou transformer le destin, parce qu'il faut savoir que les chamans, ce sont des guérisseurs, mais aussi des conseillers auprès des gens qui viennent les consulter. Ils peuvent aussi voir le futur, voir le passé, retrouver des objets perdus, et tout cela ne peut se faire que dans cet état modifié de conscience. Donc, ce qui est une constante dans les chamans, au travers de tous les continents, c'est cette confiance. Et c'est là que je ne parlerai pas de croyance, parce qu'une croyance, c'est quelque chose que l'on peut être d'accord ou pas, ou adopter ou pas. Mais là, c'est plutôt une pratique qui se vérifie, c'est-à-dire que lorsqu'on développe ces qualités-là, ces talents-là, qui peuvent être plus ou moins obtenus à la naissance, ou héréditaires ou non, lorsqu'on développe ces qualités-là, en effet, on trouve des enseignements, on trouve des renseignements ou des forces qui permettent de changer le monde de tous les jours. Oui. Est-ce que vous avez participé à des rituels? Bien sûr, bien sûr.
Bon, Jean-Patrick Costa, vous restez avec nous. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vécu et comment vous l'avez ressenti dans quelques minutes, toujours avec notre invité Philippe Vallon qui reste avec nous jusqu'à minuit. Nous parlons dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio des chamans et du chamanisme et de leur mystère. Robbie Williams dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'était Advertising Space. Nous parlons des chamans et du chamanisme avec Philippe Vallon qui est en notre compagnie et Jean-Patrick Costa de l'association Arutam. Jean-Patrick Costa, rappelez-nous la signification d'Arutam. C'est l'énergie qui met en marche l'univers, qui permet à cet univers de fonctionner finalement. Oui, sinon il serait inerte. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Puis on retrouve cette énergie dans les cascades. Donc les chouars font rituellement des pèlerinages où ils s'immergent au pied des cascades assez hautes, 10, 20, 30 mètres, à la recherche justement de l'énergie au-delà de la mort que les ancêtres ont déposée dans la cascade. Effectivement. Jean-Patrick Costa, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez participé à des rituels. Vous m'avez répondu oui. Quel type de rituel avez-vous vécu ? Alors, dans l'association, nous travaillons sur un gros projet qui est la constitution d'un conseil des chamans chouars, en l'occurrence. Il faut savoir que, en fait, en Équateur, qui est un pays où il y a 40% d'autochtones, les chamans font en fait un exercice illégal de la médecine puisqu'ils ne sont pas reconnus comme acteurs médicaux, mais que par contre, la loi a permis d'ouvrir un pont entre les médecines traditionnelles et la médecine occidentale. Et aujourd'hui, l'État équatorien est très avancé dans ce domaine et cherche à constituer des conseils de tradipraticiens dans chaque ethnie qui puissent au moins dans un premier temps définir qui ils sont, comment ils travaillent et qui ne sont pas chamans ou méritent un complément de formation avant de devenir des guérisseurs. À terme, cela voudra dire que ce sera des médecins traditionnels et nous sommes fortement engagés dans ce combat des Indiens chouars, que leur médecine soit reconnue. Et donc, nous favorisons des rencontres entre chamans et ceci s'est développé maintenant tous les 6 mois. Nous organisons une rencontre. Il faut savoir que chez les chouars, il y a à peu près 300 chamans, que 40 à 70 sont contactés et aujourd'hui travaillent dans ce conseil, mais qu'il reste encore une grosse part d'Indiens travaillant seuls en forêt ou plus ou moins seuls. Et donc dans ces cérémonies qui permettent aux chamans de se rencontrer quelquefois pour la première fois, il y a des échanges d'expériences très très forts et bien sûr en ayant recours à ces plantes psychotropes, c'est-à-dire l'ayahuasca notamment, ils se mettent dans un état modifié de conscience où là ils cherchent à échanger dans le domaine de l'autre monde. Et donc, pour quelqu'un qui, par exemple, prend les mêmes plantes qu'eux, il va pouvoir, lors de cette cérémonie, voir comme des arcs de lumière, comme des images qui sont en fait les esprits alliés du chaman qui se manifestent autour du chaman. Et ça, c'est une expérience très très forte parce que dans ces réunions-là, il ne s'agit pas de se réunir parce qu'il y a un blanc. C'est vraiment un objectif à eux, celle de enfin sédimenter une union des chamans, qui est un défi quand même par rapport à ce qu'est la tradition au départ, mais qui est une obligation aujourd'hui dans le monde moderne, c'est-à-dire savoir et pouvoir présenter un corps de soins qui soit défini et harmonieux entre les chamans. Et pour éliminer tout ce qui est les escrocs et les faux chamans, évidemment. Il y a le problème de la charlatanerie qui existe en Occident, avec des faux chamans qui se déplacent ou des néo-chamans facilement autodénominés chamans traditionnels. Et finalement, on a le même problème aujourd'hui dans toutes les parties du monde et même dans les ethnies concernées par le chamanisme, dans le sens que
Il faut savoir qu'un soin chamanique, ça coûte pas très cher au départ. D'ailleurs, beaucoup de chamans ne fixent pas de prix et c'est le patient qui va déterminer le prix de la consultation ou du soin. Mais que lorsque les chamans sont assez connus, parce que quand même c'est la renommée qui va appeler un afflux de patients important, il peut monter jusqu'à $500, qui sont des sommes très très élevées pour des équatoriens par exemple. Et donc un jeune par exemple peut du jour au lendemain essayer de devenir un escroc en faisant croire qu'il est chaman et en prenant la plante et en faisant des comportements similaires aux chamans mais qui n'ont pas de profondeur. Et donc je disais, c'est assez intéressant par exemple de voir lorsque les chamans se testent, ils y mettent une intention, c'est-à-dire qu'ils sont en état modifié de conscience, ils y mettent une volonté pour aller dans l'autre, avec ce troisième œil que je disais, qui a une forme de raccourci, mais enfin qui est l'œil de l'esprit, comme ils disent. Et donc, lorsqu'il se présente comme ça avec une intention face à une autre personne, l'autre personne qui est en état modifié de conscience va avoir des images qui lui arrivent. Ces images peuvent être plus ou moins effrayantes parce qu'il y a comme un flux d'énergie ou une intention en tout cas qui rentre dans la personne. Et à ce moment-là, elle peut avoir comme des délires ou des peurs, et c'est là qu'on voit la force du chaman. Et chez les Indiens Shuar notamment, ils disent on a une étincelle centrale, et ce qui fait notre être, c'est tout le reste qui s'agglomère, c'est-à-dire nos bonnes actions, nos mauvaises actions, nos dons, nos gentillesses, nos actions de tous les jours finalement. Et si on est un être qui a beaucoup aggloméré autour de l'étincelle de vie, on est un être qui a une grande capacité de contacter les autres au sens large du terme, c'est-à-dire les esprits aussi de la forêt. Ils se mettent à l'épreuve, quoi. Ils se mettent à l'épreuve, oui. Et le chamanisme est guerrier quand même. Il s'agit d'un combat pour retrouver une âme. Lorsque, par exemple, des jeunes enfants tombent facilement malades, ont des vomissements, des diarrhées répétitives. En fait, très souvent, les Indiens ont une définition qui est la perte de l'âme. Et le chaman doit aller rechercher, en fait, l'âme de ce nouveau-né qui s'est un peu égaré, qui n'est pas revenu, qui ne se tient pas dans la maison qui est le corps. Et donc, ce genre d'action, qu'elle soit arrachée un corpuscule dans le corps ou aller chercher une âme, est toujours un combat qui demande des alliés, qui demande une bonne préparation, une constance et beaucoup d'intention. Oui, mais dites-moi, vous avez participé à ces rituels. Avez-vous pris justement de ce produit dont vous avez parlé, l'ayahuasca? Oui, c'est une médecine sacrée. Lorsqu'on s'immerge dans leur tradition, on en comprend vite le sens. J'ai entendu le mot drogue prononcé juste avant. C'est notre société qui définit des plantes sacrées par des peuples millénaires comme étant des drogues, parce que en effet dans notre société on n'a pas l'habitude de manipuler le monde autre, parce que beaucoup de gens sont en fuite par rapport à la réalité quotidienne et prennent ces plantes comme une fuite. Et en fait ces plantes ou ces extraits de plantes, parce qu'il faut savoir qu'on a la coca qui est une feuille sacrée, une plante sacrée, et on a fait la cocaïne qui est un produit chimique très dangereux. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Entre les deux, il ne faut pas faire d'amalgame. Ceci étant, même des plantes sacrées, lorsqu'elles sont mal utilisées en Europe ou en Occident, peuvent générer des sortes de dépendance ou de débilité de l'esprit ou du corps. Et ce n'est pas du tout la plante qui est en question, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de drogue, mais plutôt notre société qui malheureusement trop matérialiste ne peut pas gérer la partie spirituelle et énergétique qui va forcément avec le matériel. Qui est indissociable, on est tout à fait d'accord. Ouais. Mais alors, dites-moi, vous, est-ce que vous avez été tenté, à la suite de ces rencontres qui sont fascinantes, qui doivent quand même changer un être quand on rencontre ces peuples-là de là, qu'on s'imprègne d'eux, vous n'avez pas été tenté de devenir vous-même chaman, ou peut-être vous ont-ils dit que vous n'en aviez pas la capacité? Moi, je suis un pont avec les chamans, je suis un ami des chamans. Je continue à agir chamaniquement dans la vie, dans ma vie personnelle autour de moi, mais on est chaman que lorsque quelqu'un nous nomme chaman, c'est-à-dire un patient,
en l'occurrence. Donc je laisse les autres définir et m'appeler comme ils voudront bien le dire. Oui. Ceci étant, moi je suis avant tout un ami et nous formons des ponts avec les autochtones. Et dans ce cadre-là, par exemple, nous organisons des voyages là-bas d'immersion chamanique qui nous permettent de maintenir ces liens, de renforcer la tradition, parce qu'aujourd'hui, si des Occidentaux y vont, mais dans un cadre organisé par la fédération autochtone, cela déclenche des grandes forces ou des grands phénomènes de reconnaissance de la tradition, parce que les Blancs ont souvent détruit, il faut le dire, depuis 5 siècles, en tout cas en Amérique, nous avons pris chez les Indiens, et même le chamanisme aujourd'hui est quelque chose, sont des techniques qui sont prises par les Occidentaux, comme quoi l'histoire se répète éternellement, et nous essayons de monter un flux à l'envers, c'est-à-dire de faire en sorte que l'engouement spécial qu'il y a pour le chamanisme en Occident génère des forces pour que les ethnies en question puissent conserver leur territoire, vivre comme ils le souhaitent et évoluer comme ils le souhaitent. Ils ne rejettent pas la modernité, mais ils veulent vivre avec leur tradition et la modernité. Oui. Et ça, c'est le défi aussi dans le chamanisme autochtone, que de s'adapter à la modernité. Et je le disais tout à l'heure, on développe et on aide dans l'association Arutam des expériences dans des hôpitaux où des chamans travaillent aux côtés des médecins. Et ça, c'est beaucoup plus concret quant à aider ces peuples-là. Merci beaucoup Jean-Patrick Costa. Une dernière chose avant de se quitter. Vous organisez bientôt dans notre région une rencontre, parce que le but de votre association, on l'a compris, c'est d'aider ces peuples à survivre car ils sont en danger, et notamment à préserver leur territoire. Tout à fait. Alors on lance une campagne au mois de juin pour les chiviards, qui sont en fait les voisins des chouards, qui font partie des givarots, les réducteurs de tête, les anciens réducteurs de tête, parce qu'ils ne le sont plus, en invitant donc un dirigeant chiviard pour travailler à la restitution d'un grand territoire de 139 000 hectares, c'est à peu près la surface de l'agglomération parisienne en son entier. Il faut rassembler 70 000 euros, ça fait à peu près 1 euro pour 2 hectares, c'est pas cher pour offrir à ces Indiens leur territoire ancestral qui a été enlevé par le gouvernement équatorien. Et dans ce cadre-là, donc du 1er juin au 19 juin, nous allons sillonner la France et la Suisse avec une date pour Toulouse, je crois que c'est même sûr, le 16 juin, avec l'association INTI qui sera notre partenaire. Je ne sais plus exactement l'endroit à Toulouse, mais on sera à Marseille, on sera à Lausanne, à Genève, à Paris, et à Avignon, et même à l'Est aussi, notamment. En tout cas, sur le site internet arutamfree.fr, vous pourrez avoir les dates, toutes les informations, tous les renseignements. Oui. Arutam, attention, vous ne faites pas le www. Vous faites directement, arutam.free.fr, et là vous tombez sur votre site, le site de votre association, et ainsi vous pourrez avoir toutes ces informations. Merci beaucoup Jean-Patrick Costa. Merci à vous. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent jusqu'à minuit avec Philippe Vallon. Nous allons faire le point sur toutes ces connaissances qui sont arrivées. Nous allons en discuter avec lui, et ensuite nous écouterons le témoignage, le beau témoignage d'un guérisseur de chez nous, qui a été mon invité d'ailleurs dans une des émissions sur Sud Radio. Ce guérisseur s'appelle Didier Franck et qui a rencontré une chamane, mais lui au Québec, une chamane qui fait la danse de la lune. Il nous expliquera ce en quoi ça consiste et surtout les résultats qu'elle obtient. Sud Radio. Marc Lavoine sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. C'était Tu m'as renversé. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Cyril attend vos questions. Philippe Vallon est en notre compagnie. Philippe Vallon, si j'en crois ce que nous a dit Jean-Patrick Costa, ces peuples sont en danger et leur savoir également, on risque de le perdre finalement.
Oui, et il y a tout de même des choses importantes. C'est que la pharmacopée, c'est-à-dire l'ensemble des substances, chimiques ou naturelles qu'ils ont développées, on peut dire que que c'est un rêve, que c'est des conditions magiques, que c'est des conditions, on va dire, traditionnelles qui gèrent le recueil de ces substances, mais des chimistes et même des pharmacologues européens sont allés les analyser et ils sont aperçus que tout ce qui était traditionnel correspondait à une efficacité réelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on les prend à certaines périodes par rapport à la lune, par rapport aux pluies, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la saison, ça correspond effectivement chez la plante à un accroissement de certaines substances et une diminution d'autres. Et que l'association, par exemple, de deux plantes ensemble permet de potentialiser leur action mutuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui paraît absolument traditionnel, ça reflète une longue expérience, peut-être de plusieurs siècles, peut-être de quelques millénaires, et qui est parfaitement vérifiable, je dirais, avec les méthodes habituelles. Donc il ne faut pas croire que c'est une médecine bonne pour les sauvages. Et ce que fait l'Équateur d'essayer d'intégrer cette médecine dans le corpus habituel, c'est, je dirais, une action tout à fait rationnelle. D'autant que vous savez que les médicaments qu'on fait, je dirais, issus de la chimie organique occidentale, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de créativité, qu'il faut de plus en plus d'argent pour des substances de plus en plus rares, j'allais dire, et de plus en plus coûteuses, et souvent avec des effets secondaires considérables. Et donc, d'avoir ce savoir hérité de centaines ou de milliers d'années, c'est finalement une espèce de garantie à la fois de sécurité et souvent d'innocuité. Donc, et puis en plus de coût, parce que souvent ces substances peuvent être extraites relativement facilement, et on s'aperçoit qu'il y a une source de savoir considérable. Donc le gouvernement équatorien n'est certainement pas désintéressé dans cette affaire. Il y a bien sûr une sauvegarde d'un savoir, mais il y a également probablement la possibilité de conserver une espèce de patrimoine qui sans ça serait perdu. Ah oui, complètement. Ils ont une connaissance en herboristerie qui est énorme, effectivement. Que pensez-vous de ce que nous a dit Jean-Patrick Costa, que des femmes vont chanter des chants secrets à des plantes précises, à des moments précis, pour qu'elles développent justement leur capacité à guérir? Oui, alors là personnellement je n'ai pas d'expérience puisque je ne fréquente pas la forêt vierge, mais on peut penser qu'il y a effectivement une espèce d'interaction, peut-être pas l'action du chant sur la plante, encore que, pourquoi pas, mais surtout probablement une mise en condition de la personne par rapport à la plante qui permet sans doute une action plus forte je pense que c'est plutôt de l'ordre d'une interaction entre plante et personne plutôt qu'une action sur la plante elle-même. Enfin, c'est comme ça que je le verrais. Oui. Mais il faut savoir qu'à côté d'un raisonnement qu'on appelle analogique, c'est-à-dire, si vous voulez, d'images, vous savez, comme la mandragore qui a une forme humaine, donc on pensait que c'était une plante qui avait une action sur nos forces profondes, etc. Si vous voulez, il y a un raisonnement analogique qui est assez faible sur le plan scientifique, mais à côté, il y a des traditions qui reposent sur des constatations très anciennes. Et on s'aperçoit même d'ailleurs que les chimpanzés ou même les animaux, les animaux inférieurs, j'allais dire, font également des observations et vont chercher certaines plantes particulières quand ils souffrent de telle ou telle maladie. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a le sentiment qu'il y a un savoir vraiment ancestral, mais on va dire ancestral dans l'évolution darwinienne, qui ne date peut-être même pas des humains. Mmh. Et ce que vous relatez au niveau des champs, c'est probablement quelque chose qui a trait à ce genre d'observation sur des temps immémoriaux. Oui. Les chamans, on l'a bien compris, ont cette capacité à communiquer, à se mettre dans un état modifié de conscience, et donc visiblement un chaman est aussi un voyant. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure et qu'on a oublié, c'est qu'en fait, il y a une expérience qu'on appelle le dédoublement. Et qui est, je dirais, l'expérience fondamentale du chamanisme. Dédoublement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire quitter son corps, mentalement bien évidemment, quitter son corps pour aller dans un ailleurs, un autre monde, etc. Bon. Mais ce qui est assez curieux, c'est que cette expérience est extrêmement commune. C'est-à-dire qu'en fait, d'après certaines statistiques, environ entre 10 et 30% de la population, d'une population générale, en Occident comme en Orient, serait susceptible d'avoir fait cette expérience. Mais il y a une telle, je dirais, blackout là-dessus que personne n'ose le dire. Des gens qui disent « un jour j'étais fatigué, je me suis retrouvé au plafond », les gens osent à peine le dire actuellement. Alors il y a Raymond Moody, vous savez, avec La vie après la vie, qui en a fait un best-seller, mais les gens encore
encore à l'heure actuelle, quand il leur arrive de quitter leur corps, ils se pensent fous. C'est des choses qu'on n'ose pas dire. Et pourtant, c'est la base de l'expérience chamanique. Et vous citez ces chiffres qui sont impressionnants, entre 10 et 30% de la population? C'est ça, oui. Suivant certaines enquêtes, on arrive à ces chiffres-là. Des enquêtes tout de même menées très solidement. Ouais. Et donc, revenons à ce que je disais, c'est que le chaman est capable, donc, d'après ce que nous a dit Jean-Patrick Costa, d'avoir une radiographie de son patient, c'est-à-dire littéralement de plonger en lui. C'est ça, c'est-à-dire que le voyant, le guérisseur fait un peu la même chose d'ailleurs, mais il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une vision. Il n'est pas comme devant un appareil radiographique et il va voir du squelette, les organes, etc. Non, il peut décrire aussi finement que le ferait un appareil de radiographie ou un scanner ou un IRM, il peut le faire aussi finement, mais c'est en fait une image tout de même mentale. Mais et quelquefois d'ailleurs qui a trait à son propre corps, c'est-à-dire j'en ai vu opérer qui disait « Ouh là 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 là, j'ai mal à l'épaule ». Est-ce que vous n'auriez pas par hasard de l'arthrose à tel niveau, partie antérieure de l'épaule, etc. Donc les gens perçoivent sur leur propre corps le malaise de l'autre, ils pénètrent, comme on l'a dit tout à l'heure, ils pénètrent dans l'autre et dans une forme de synergie, de symbiose avec le patient, et ils peuvent dire avec une grande précision ce dont souffre le malade. Même à la limite le nombre de calculs qu'il pourrait avoir dans le rein ou dans l'urtère, ou même à la limite la présence d'un cancer ou d'une lésion infectieuse dans tel ou tel organe qui serait à la limite impossible à avoir par la palpation. Ouais. Et alors, le chaman a aussi un rôle très important, c'est le médiateur entre tous les membres de sa tribu. Je dirais que c'est presque, non pas le chef, mais c'est quand même pour revenir à votre spécialité, c'est le psychiatre du groupe finalement. Oui. Mais je dirais que pour nous occidentaux, c'est probablement la partie la plus, j'allais dire, classique et la plus facile à admettre. À comprendre. Parce qu'il faut vraiment se dire que le chaman a une action matérielle. Et c'est ça qui est le plus surprenant. C'est-à-dire qu'il peut faire tomber la pluie, il peut arrêter la pluie. Mais comment ? Ah, là, vous m'en demandez beaucoup. C'est-à-dire que c'est plutôt c'est ce qu'on a constaté d'abord, je dirais, des saints, des sages orientaux ou occidentaux d'ailleurs, ont constaté par exemple que que leur prière pouvait arrêter la pluie à certains endroits ou la faire tomber quand c'était nécessaire, etc. Et c'est-à-dire, on pourrait dire une action mentale, ce qui paraît de l'ordre de la psychokinèse. Alors que la psychokinèse pour les scientifiques, c'est quelque chose de très local. Par exemple, Jean-Pierre Girard, par exemple, fait déplacer des petites cuillères ou des choses de cet ordre-là. Je sais pas que ça soit risible parce que c'est un ami, mais je dirais que sont des choses qui n'ont pas d'importance pratique. Alors que les saints comme les chamans sont capables d'avoir des actions de grande envergure sur l'orage, la foudre, etc., qui n'est pas du tout négligeable. Et ça, c'est une notion que nous considérons comme folle en esprit rationnel, j'allais dire, et qui pour eux résulte d'une très longue observation. Lucie, il y a 3 millions d'années, vivait dans un monde, on va dire, chamanique, dans un monde magique qui n'a rien à voir avec celui de la météorologie nationale. Oui, tout à fait. Mais alors, vous venez de citer Lucie, c'est intéressant parce que les hommes préhistoriques qui ont laissé des peintures fabuleuses d'animaux, des empreintes de mains dans des grottes, ce serait donc du chamanisme également. C'est ce qu'on dit, mais en fait, vous savez, il y a 15-25 000 ans ou même plus, il n'y a pas d'histoire là-dessus, donc tout ça c'est des interprétations. Mais on peut penser effectivement par des observations de peuples plus récents que ça pourra avoir une influence magique, enfin une raison magique. Mais il n'y a rien de sûr de ce côté-là, c'est des interprétations. Oui, tout à fait, mais si on fait le parallèle avec ce que Pancho nous a dit tout à l'heure avec les Indiens Huichol et cette reconnaissance comme étant un dieu, ce chevreuil bleu, on peut se dire que les autres tribus primitives, comme les hommes préhistoriques, devaient peut-être voir en un mammouth ou en un rhinocéros ou un lion à dents de sabre aussi quelque part une divinité finalement. Voilà. Alors, c'est assez subtil, on va dire. C'est-à-dire que l'inconscient ne fonctionne qu'avec des images. Vous, par exemple, quand vous dites heureux, quand vous dites triste, c'est ce qu'on pourrait appeler des sentiments, mais ce sont des concepts. L'intellect, la conscience est capable d'avoir des concepts, de générer des concepts. L'inconscient est incapable. Par exemple, parce que j'ai entendu ça, une femme qui me dit « j'ai rêvé que je jetais mon enfant dans le vide ».
Je dis, mais écoutez, madame, qu'est-ce que ça représente pour vous? Elle me dit, c'est insupportable. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que ça représente pour vous? Il faut quelquefois beaucoup de temps pour qu'elle me dise, c'est l'angoisse la plus épouvantable que je pourrais avoir. Ouais. Je leur dis, écoutez, c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en fait, votre rêve vous dit que vous êtes terriblement angoissé. Et pour représenter cette angoisse, elle vous présente, vous, jetant l'enfant dans le vide. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'on met en second, c'est-à-dire le résultat angoisse, est en fait le premier mouvement, celui qui génère l'image. Bon. Et il faut savoir que le chaman, c'est la même chose. J'ai rencontré Mario Mercier qui m'a dit, par exemple, pour arriver à toucher... Qui est chaman lui-même. Hein, absolument. Oui. Qui m'a dit, pour arriver à toucher, par exemple, des braises, il faut que je demande à l'esprit du feu s'il est d'accord. Bon, alors il y a des gens qui disent que c'est de la fumisterie, mais le mécanisme paraît par contre tout à fait judicieux. Parce que l'inconscient raisonne en termes d'image, il présente une image, l'esprit du feu, et il se met, je dirais, en relation avec cet esprit de la matière, cet autre côté de la matière, et avec lequel, vous voyez, il a une action un peu particulière, donc de résistance. Donc ça, c'est l'esprit chamanique typique. Mais les chamans ont donc, si j'en crois à ce que j'ai entendu ce soir, énormément de choses à nous apprendre. Oui, et c'est ce qui est d'ailleurs Costa et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui font ça, ont, je dirais, un grand mérite de pouvoir, je dirais, braver un peu les interdits et même à la limite les pressions financières qu'il y a par derrière, parce que les laboratoires médicaux sont très très vigilants par rapport à tout ça, on le comprend, et disons, à braver ces interdits parfois au péril de leur vie. C'est dur pour ça que l'ayahuasca est interdit comme drogue en France, bien évidemment, et parce qu'en fait, il y a là tout un savoir qui est effectivement assez menaçant, parce que nous on se dit société avancée, supérieure. Comment on peut imaginer que ces Indiens primitifs puissent nous apprendre des choses? C'est insupportable. Alors que les chamans ont l'air d'être des hommes et des femmes tout à fait particulières et fascinantes. Et puis il y a héritiers et héritières d'un savoir ancestral reposant peut-être sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'années d'expérience. Ouais. Une dernière pause, Philippe Vallon, et ensuite nous allons écouter le témoignage de ce qui est peut-être le chaman de chez nous, c'est-à-dire les guérisseurs que l'on connaît dans nos campagnes et partout en France, qui va nous raconter la rencontre qu'il a vécue avec une chamane de la tribu Algonquin, Algonquine, je crois, au féminin ou au masculin, je ne me rappelle plus. Il va nous dire ça tout à l'heure, c'est Didier Franck, juste après la pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nova Star sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, c'était Never Back Down. Nous parlons des chamans et du chamanisme jusqu'à minuit avec Philippe Vallon, l'auteur de nombreux ouvrages et qui donne des conférences également sur le chamanisme. Parmi les ouvrages de Philippe Vallon qui est en notre compagnie, je vous recommande dans la collection Que sais-je le paranormal, paru évidemment dans la célébrissime PUF, c'est-à-dire les presses universitaires de France. Et puis également un roman qui vient juste de sortir aux éditions du Rocher qui s'intitule Le Dernier Sabbat. Mais là attention, c'est un roman, hein, Philippe Vallon. C'est pas, on est toujours dans le domaine du paranormal, mais c'est romancé cette fois-ci. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est, je dirais, un voyage chamanique et qui repose sur un nombre assez considérable de témoignages. Donc il s'agit, je dirais, d'une aventure vraie quelque part, mais effectivement romanesque dans sa trame. Oui, complètement. Alors. Je vais vous poser une question, Philippe Vallon. À votre avis, parce que j'ai commencé à évoquer la question juste avant le disque, est-ce que on peut considérer que les guérisseurs que l'on connaît, les rebouteux que l'on connaît chez nous en France, sont les descendants des chamans? Oui, quelque part, dans la mesure où, en fait, je dirais, qu'est-ce que c'est qu'un rebouteux ou un guérisseur? C'est quelqu'un qui un jour, par constatation, je dirais quelquefois même surprise, voit qu'il arrive à guérir. Il passe le main sur une cheville cassée et hop, un petit craquement et la cheville se met en place. Bon. Ou alors il y a je dirais une enflure ou une brûlure, il approche la main mais même sans toucher, l'enflure disparaît, quelquefois même de manière visible, et la brûlure se résorbe, la cloque s'assèche, il n'y a plus rien. Bon. Ça c'est une expérience. On peut imaginer que depuis Lucie, comme je disais tout à l'heure, il y a 3 millions d'années, il y a un certain nombre de personnes qui ont constaté ça, je dirais, on va dire à leur corps défendant, sans avoir vraiment élaboré quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ça c'est le guérisseur. Bon. Alors,
qui se passe chez nous, c'est que le guérisseur est isolé souvent, bon, bien sûr à la campagne, je dirais les guérisseurs, il y en a, je dirais presque à tous les coins de rue. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le chaman, je dirais que c'est quelque chose, on pourrait dire, d'un peu plus structuré. Dans une société qui le tolère mieux, le guérisseur chez nous, il est dans le culte. On lui dit, attention, il ne faut surtout pas que vous disiez que vous guérissez, parce que ça, c'est l'exercice illégal de la médecine, comme on disait dans l'Équateur, ça. Bon. Donc, on peut dire qu'il fait ça un petit peu à la sauvette. Bon. Mais parmi ces guérisseurs, je connais des gens qui sont ingénieurs dans une industrie automobile, qui sont même agents d'assurance, et qui, je dirais à leurs heures perdues, après être rentrés du travail, font une action de guérissage, et souvent d'ailleurs gratuite. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent c'est un don de Dieu, c'est quelque chose que j'ai reçu par mon grand-père ou par mon arrière-grand-tante, etc., ou d'ailleurs par un voisin ou une voisine, et je l'ai acquis par don, et donc je ne peux pas le faire payer. Ouais. Et donc on peut dire que c'est effectivement l'héritier de ce côté-là, mais à la différence du chaman qui est on va dire une institution, qui était quelque chose c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, même dans une petite communauté, le guérisseur chez nous il est connu de ses voisins, mais il fait surtout pas de pub. À je dirais 100 mètres de mon cabinet médical, il y a un guérisseur et qui officie de manière on va dire très courante, mais il ne faut surtout pas dire son nom. Ouais. Philippe Vallon, nous allons écouter maintenant le témoignage d'un guérisseur qui est du côté de Montauban, qui a été mon invité lorsque nous avons ouvert le dossier des guérisseurs. Il s'appelle Didier Franck et je lui avais demandé dans le courant de l'émission quelle avait été sa plus belle rencontre et il m'a parlé là d'une rencontre lors d'un voyage au Canada avec une chamane. Écoutons cet extrait. En restant dans le domaine extraordinaire, est-ce que vous avez croisé des guérisseurs qui vous ont... Alors là, vous dites, ouf, oui, trop fort. Oui, j'en ai rencontré pas mal de très forts. Mais il y en a une qui me vient à l'esprit, c'était au Québec. C'était une indienne algonquine qui faisait la danse à la lune. Alors, la danse à la lune, ben, quand on voit les westerns avec les danses d'indiens autour d'un feu, c'est pareil, c'est la même chose. La différence près que pour les westerns, c'est peut-être pas organisé. J'imagine, oui. Par rapport à une invocation de la lune. Ouais. Mais elle faisait, elle, des danses à la lune, et ça permettait, par rapport aux femmes, de les rendre soit stériles, soit fécondes. Ce qui veut dire que les femmes qui, plutôt que de prendre la pilule, elle leur faisait une danse à la lune pour les rendre stériles. Ah, d'accord. Ça remplace la pilule. Ah, comme moyen contraceptif, oui, pourquoi pas. Celle qui veut avoir un enfant à un moment donné, mais elle va voir la chamanesse et puis elle lui refait une danse à la lune pour la rendre féconde. Oui. Et ça marche à tous les coups. Oui, enfin, ça marche à tous les coups. Ouais. Ça marche à tous les coups. C'est fabuleux, ça marche à tous les coups. La danse à la lune, c'est extraordinaire. C'est vieux comme le monde, ça. Ah oui, sûrement, c'est très ancien. Mais ça marche. Mais je suis plus sceptique sur ça marche à tous les coups. Non. Ouais. Non, il n'y a pas de femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles ont suivi ou subi la danse à la lune. Donc. Ce rituel. Et vous l'avez vu? Je l'ai vu faire, oui. Ouais. Et alors? Sur le moment, moi, j'y comprends rien. Si vous voulez, moi, la lune, je la connais, la lune comme tout le monde, quand je l'ai vue dans le ciel. Mais après, l'invocation que cela peut entraîner et les conséquences que ça peut entraîner, moi, c'est des choses que je pouvais pas percevoir. C'est pas ma démarche. Donc, j'y comprends rien, quoi. Je suis comme tout le monde, quoi. Quand on voit danser les Indiens, c'est amusant. Ouais. Mais la femme à qui s'adresse ce rituel se mettait où? Au centre, à côté? Elle était. Oui. Elle était à côté, oui. D'accord. Elle était à côté et à la limite, la femme tournait pour danser autour. Et c'était une femme qui faisait cette danse. Oui. Mais c'est impressionnant. Enfin, moi, ce qui m'a impressionné, par contre, hormis la démarche de l'invocation de la lune, mais c'est la communication avec cette femme. Ça, c'est fabuleux parce qu'on n'avait rien à la limite à se dire, quoi. C'était déjà dit. C'était une rencontre qui n'était pas verbale où il n'y avait rien à verbaliser. On s'était rencontrés, c'était fait, quoi. C'est du domaine, je sais pas si c'est de l'énergie ou de je sais pas quoi, mais enfin une communion, on va dire, une communion totale avec cette femme. Elle vous a reconnu comme guérisseur? Ah oui, complètement, oui.
Comme un collègue, quoi, en quelque sorte. Mais et inversement, je veux dire, elle m'a reconnu, mais bon, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Très belle rencontre, en tout cas. Ah ouais. C'est génial. Enfin, je me rappellerai longtemps, quoi. Philippe Vallon, extraordinaire cette rencontre. Ils se sont reconnus sans même avoir à échanger des paroles. Oui, mais je veux dire, toutes les personnes qui sont sensibles, je dirais, au paranormal ou à cet aspect des choses, se reconnaissent mutuellement. Il y a une sorte d'esprit, c'est un peu comme les religieux qui peuvent immédiatement identifier dans une foule quelqu'un qui a une spiritualité et puis ceux qui n'en ont absolument pas. Je dirais que ça se voit dans le regard, mais ça se sent même à la limite, on est presque des chiens là. Oui, c'est animal, quoi, vraiment. C'est animal, c'est tout à fait animal. Donc, si vous voulez, ça n'a rien d'étonnant. Et c'est vraiment une sensibilité. Et d'ailleurs, il y avait une patiente qui était elle-même voyante, qui m'a dit que un jour, il y a qui lui avait parlé de moi, et alors qu'elle avait refusé 3 ou 4 psychiatres, elle s'est immédiatement précipitée vers moi. Rien que la façon dont je lui ai parlé de moi, elle s'était aperçue qu'il y avait quelque chose qui pourrait passer entre nous, qu'elle pourrait m'avouer certaines choses qu'elle n'oserait certainement pas dire à d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, cette reconnaissance peut même passer par un tiers. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment un monde, je dirais, différent, et je crois que le chamanisme a beaucoup à nous apprendre de ce côté-là, c'est-à-dire de cette sensibilité aux faits. Je dirais, nous massacrons les faits, il faut bien le dire. Nous massacrons la nature, mais nous massacrons les faits même individuellement. Et vous savez que les sages disent que le plus petit brin d'herbe peut être le plus grand sage, c'est-à-dire ou le plus grand maître. C'est-à-dire qu'en fait, les événements de la nature, aussi petits qu'ils puissent être, sont là pour nous avertir, pour nous dire des choses, et la plupart d'entre nous n'y portons pas attention, vous voyez. Oui, il faut écouter, il faut savoir recevoir les signes que nous envoie notre environnement. Oui, avec patience et puis sans brutaliser la nature. Il y a vraiment une écoute que nous apprend le chamanisme et qui est très importante. Ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Merci beaucoup Philippe Vallon, en tout cas, de nous avoir amené encore une fois de plus votre éclairage sur ce dossier, le chamanisme. Je rappelle que votre actualité, c'est un roman, ça change pour une fois. Donc ça s'appelle Le Dernier Sabbat, c'est un roman aux éditions du Rocher. Bonne fin de soirée Philippe Vallon. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir accompagnés et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange, j'espère. Merci. Au revoir. Che Silorio Mazzarini soutiene di una forza. Juste avant de se séparer, je vous rappelle quelques livres que je vous recommande si vous vous intéressez au chamanisme. D'abord, les livres de Mario Mercier qu'a cité Philippe Vallon sont absolument passionnants. Il y a également les livres de Corinne Sambrun, qui est une Française qui est devenue chamane et qui est allée s'initier au chamanisme sibérien. Dans la Sibérie, c'est quelqu'un de tout à fait fascinant. J'espère qu'on aura l'occasion, et Mario Mercier et Corinne Sambrun, de les recevoir dans une prochaine émission des Aventuriers de l'étrange. Ils sont tous les deux devenus chamans. Le livre que je vous recommande de Jean-Patrick Costa, qui a été avec nous, Les chamans hier et aujourd'hui, aux éditions Arutam, en partenariat avec l'édition Sang de la Terre. Son site internet est le site de l'association Arutam, arutam.free.fr, et à ce moment-là vous aurez toutes les informations concernant les buts que poursuivent cette association, aider les peuples premiers. Pancho également, si vous voulez aller le rencontrer et continuer à discuter avec lui, eh bien il dirige le Reptiland à Martel dans le Lot. C'est quelqu'un de tout à fait adorable. Dès qu'il commence à vous parler des serpents et de ces crocodiles, il parle le crocodile d'ailleurs, si demandez-le lui, vous allez voir, il vous expliquera ça. Et si vous avez peur des serpents, lui vous prendra par la main et vous fera découvrir ce monde fascinant des reptiles. Autre monde fascinant que nous allons vous proposer de découvrir, ce sera demain soir avec une émission qui va commencer aux alentours des 22h50 après le match de rugby. Nous allons parler des fakirs. Alors comme c'est une émission un peu plus courte, elle sera un peu particulière. Ce sera le témoignage de Jean-Luc Goubet, qui est un homme maintenant qui a vécu avec son père qui était fakir, connu sous le nom de Ben Goubet. C'est un Lyonnais, figurez-vous, qui est devenu fakir.
fakirs qui avaient un spectacle de music-hall pour survivre, et ils s'enfonçaient des fleurets à travers le corps, des stylets à travers la gorge, des épées à travers la langue, sans souffrir. Il a volontiers participé à des expériences en laboratoire pour essayer de comprendre lui-même comment il fonctionnait, et il avait cette capacité tout à fait particulière que nous évoquerons avec son fils demain soir, de faire que son cœur s'arrêtait de battre pendant 10 à 15 minutes. C'est-à-dire que il mourrait littéralement, volontairement, avant de revenir à la vie après quelques minutes. C'est assez fascinant. Il a même été capable une fois, de passer 28 jours enterré dans un état de léthargie. Il se faisait enterrer dans une fosse, un linge de drap juste sur lui, 2 mètres de terre dessus, et restait 28 jours dans cette position, ce qui est quand même assez fascinant. Mais attention, il a mis 30 ans avant d'y arriver, 30 ans à posséder mentalement tous les organes de son corps. Ça ne se fait pas comme ça n'importe comment. Nous ouvrirons ce dossier fascinant donc avec Jean-Luc Goubet et son témoignage à travers un très beau livre qu'il vient de publier. Demain, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous allons passer encore une soirée fascinante. Passez une bonne nuit et à demain pour d'autres aventures de l'étrange. Sud Radio.